Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Transformation Heroes. Cette semaine, j'ai fait mon 5e fondant au chocolat et mon cœur n'est toujours pas coulant. J'ai 2 hypothèses, soit je suis un piètre pâtissier, et c'est le plus probable, ou du coup j'ai besoin de cours, ou soit la réussite viendra avec la répétition, les ajustements, mais surtout la méthode. Et c'est exactement le dilemme d'un projet CX aujourd'hui. Un professionnel CX, il met en place peut-être 3 à 6 projets structurants dans toute sa carrière, souvent dans 2 ou 3 entreprises. Les occasions de s'exercer sont assez rares. Et pourtant, il faut délivrer rapidement avec des équipes qui sont de plus en plus petites, dans un contexte aussi où les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle transforment les outils, les attentes, les organisations. La CX, ça reste une priorité pour le COMEX et pour de nombreuses entreprises, mais c'est une injonction assez forte qui peut vite mener à l'enfer opérationnel si on ne dispose pas de la bonne recette. Alors aujourd'hui, on oublie la théorie, on parle surtout de recettes. Et j'ai le plaisir d'accueillir 3 Customer Success Managers de chez Fidière, Faustine, Léa et Yasmine. À L3, elles ont accompagné plus de 100 projets CX. Du coup, je pense que c'est les bonnes personnes pour nous parler du sujet aujourd'hui, du cadrage à la mise en production jusqu'à l'adoption en interne. L'objectif, c'est d'automatiser au maximum pour faire en sorte, déjà dans un premier temps, que l'information vienne à nous. Et même si on veut aller chercher l'information, qu'elle soit disponible en 2-3 clics. Le churn, en fait, on l'imagine un peu comme un gros pic rouge sur un dashboard, mais en général, c'est très silencieux. Donc, un client qui va avoir une première mauvaise expérience, une deuxième, une troisième, qui va passer rapidement chez le concurrent. Il faut aussi se poser la question, est-ce que le but c'est d'avoir un super NPS ou est-ce que le but c'est de vraiment remonter les irritants des clients? C'est aussi la différence entre mesurer quand on parle de KPI et de détecter quand on parle d'analyse de texte. Je podcast, tu podcastes, IL podcast, nous podcastons. Aujourd'hui, on vous parle du podcaston qui met en avant des associations et pour cette 4e édition, on vous parle du Rotaract, et puis j'ai le plaisir d'accueillir Faustine qui est membre de cette association. Faustine, tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, merci Baptiste. Moi, je suis membre du Rotaract depuis 6 ans, donc actuellement au club de Lille Centre. C'est une association pour les jeunes de 18 à 35 ans qui fonctionne par club partout en France et partout dans le monde. Chaque club est indépendant pour lancer ses propres projets et ses actions sur différents sujets comme l'environnement, la santé, les femmes, la paix dans le monde. On est assez libre sur ce qu'on fait et le but, c'est vraiment de donner du temps et de faire du bénévolat autour de nous. Merci beaucoup, Faustine. C'est hyper intéressant. Merci au podcaston. Et puis, on vous met des liens en description du podcaston et du Rotaract. Bienvenue à toutes les 3. Merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va. Merci Baptiste Merci pour l'invitation. Très contente d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet aussi rapidement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent souvent, parce qu'on utilise beaucoup de jargon dans l'expérience client, notamment, là j'en ai utilisé dans l'introduction, mais il y a la CX. Qu'est-ce que c'est la CX ? L'expérience client ? Ouais. C'est l'acronyme de Customer Experience en anglais, et c'est l'expérience client comme Léa a dit. Ok, très bien. Globalement, je pense que c'est vraiment le terme qui décrit le fait de vouloir analyser la satisfaction ou l'insatisfaction des clients de manière générale, que ce soit dans le B2B ou le B2C. Et ensuite, il y a la VOC. Je ne sais pas non plus ce que c'est. C'est la voix du client. Et donc, l'acronyme, c'est Voice of Customer. Je fais la traductrice aujourd'hui. Et donc, c'est prendre en compte la voix du client, donc les avis, les feedbacks, etc. Trop bien. Mais tout ce vocabulaire, c'est assez conditionné au milieu dans lequel on travaille. Du coup, je pense que c'est important de remettre les bases. Il y en avait peut-être un autre, c'était le close the loop, qu'on entend assez souvent. Du coup, le close the loop, c'est plutôt le fait de fermer la boucle, prendre la traduction de Yasmine, et le fait de vraiment faire une action et s'assurer que tout, du début à la fin, a été pris en compte. J'en ai un autre peut-être, c'est la centralisation. On entend beaucoup parler de la centralisation et des silos. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, ça c'est un grand mot chez Fidière. Qu'est-ce que la centralisation ? Je pense que c'est tout simplement le fait de regrouper au même endroit justement toutes ces sources de voix du client.
Donc on en parlait juste avant, ça peut être des feedbacks, des enquêtes, ça peut être les réputations. Il y a vraiment énormément de sources aujourd'hui et donc le but c'est simplement de tout centraliser au même endroit pour pouvoir croiser cette donnée et l'analyser en ayant une vision 360. Trop bien. Mais c'est un peu une transition vers notre première partie. La première partie, c'est comment est-ce qu'on commence un projet CX, quels sont les prérequis pour démarrer. Et je pense que la centralisation, j'imagine, ça doit en faire partie. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit, là, des prérequis principaux pour commencer à mettre un projet CX en place en 2026 ? Ouais. Alors, déjà, avant toute chose, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la CX, ça devient de plus en plus important dans les entreprises aujourd'hui et qu'on a tendance tout de suite à vouloir imaginer le bon outil, le bon dashboard, la bonne IA à utiliser pour pouvoir analyser toutes ces sources de voix du client, justement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des bases à respecter avant même d'aller sur l'analyse. Et donc, ces bases, on peut les estimer à 5. En tout cas, moi, c'est vraiment la liste que j'ai en tête. La première, et ça va vraiment être la plus importante, puisque tout va partir de ça, ça va être la donnée, évidemment. Okay. Donc, quand on parle de données, ça va être les feedbacks en eux-mêmes. Donc, ça peut être des verbatim, ça peut être des notes de satisfaction, mais ça peut aussi être tout ce qui va être, par exemple, des tickets support, etc. Donc, globalement, c'est toutes les éléments de voix du client qu'on va pouvoir récupérer aujourd'hui. En deuxième, on va récupérer les métriques. Mais les métriques qui ont du sens, évidemment, puisque ça sert à rien d'aller analyser la satisfaction partout si on peut rien en faire. L'idée, c'est d'utiliser des métriques qui vont être actionnables. T'en as un exemple ? Ouais, tout à fait. Je vais prendre le plus évident, donc celui auquel on pense tous, qui est le NPS. Ouais. Parce que je vais l'apprendre à personne, en tout cas sur cette table. Pour les personnes qui nous regardent, le NPS, c'est la métrique qu'on va utiliser pour mesurer si les clients vont recommander notre entreprise, notre service, notre marque. Donc c'est un métrique qui est assez important, assez global pour être honnête, mais ça donne une bonne idée de la satisfaction du client, puisque globalement, quand on est capable de recommander une marque, c'est qu'on a globalement bien apprécié le service. Et donc pour donner un exemple, le NPS, on va plutôt l'analyser en fin de parcours. Okay. Donc si on pense au retail par exemple, demain je vais vouloir commander des produits, donc l'expérience du client et le parcours client, il va aller de la commande à la livraison jusqu'à potentiellement jusqu'au contact vers le support. Par donc exemple, tu ne demandes pas à toutes les étapes d'interaction avec ton client ? Pas forcément. En tout cas, pour le NPS, ça fait un peu moins sens. On peut, c'est pas interdit évidemment, mais vu que l'idée c'est de recommander un service ou une marque au global, ça a plus de sens de le poser à la fin, une fois qu'on a eu l'expérience complète en tant que client. Donc ça, c'est un exemple. Je peux rapidement en donner un autre. On a le CES, qui est du coup le Customer Effort Score, qui est pour le coup une métrique qu'on va utiliser pour mesurer, on va dire, la facilité ou la difficulté qu'a rencontré le client à utiliser un service. Donc, par exemple, dans mon exemple de retail, ça va plutôt être l'utilisation du site internet. C'est un exemple qu'on peut donner. Et donc là, pour le coup, le CES, on va plutôt l'utiliser à un moment du parcours client précis, plutôt que d'aller analyser une satisfaction globale. Donc voilà, c'est des différentes métriques qu'on peut utiliser. Donc l'idée, c'est de les intégrer au bon moment. Trop bien. Je pense que pour le NPS, on a déjà fait avec des clients le fait de mettre en forme la question pour recommander par exemple un process ou non. Par exemple, quand on parle d'implémentation, même si on ne recommande pas un produit parce qu'on ne l'a pas forcément utilisé bien à la fin de l'implémentation, on peut juste dire est-ce que vous recommandez notre process d'implémentation pour voir si justement sur ce sujet-là il y a des choses à améliorer ou non. C'est là où je pense que ça dépend énormément aussi du domaine, pour être honnête. Je pense que le retail, il sera évidemment pas... il va pas utiliser le NPS de la même manière qu'une entreprise B2B. Et effectivement, pour une entreprise B2B, par exemple, je pense que ça a plus de sens de l'intégrer à différents moments, puisque les interlocuteurs vont être différents, les process vont être différents. Donc effectivement, ça va dépendre énormément. Et tu as aussi un dernier... Après, je sais pas si t'en as vu des projets comme ça, mais t'as le B2B2C. Du coup, t'as des clients finaux, mais tu peux pas demander ton NPS à tes clients finaux, parce que de toute manière, tu le demandes à ton client, ton client direct. Et dans ce cas-là, est-ce que tu sais si tu passes par une autre métrique ou tu gardes, je sais pas, une traduction CSAT à NPS ? Je pense que tu peux garder la même. Après, c'est la formulation qui va être différente. Évidemment, tu vas pas le poser de la même manière quand c'est ton client final, quand c'est le client intermédiaire. Okay. Maintenant, je pense qu'on a des métriques de base qui vont être utilisées dans la plupart des parcours d'expérience client. Donc le NPS en fait partie, par exemple. Maintenant, on peut aller chercher des informations qui sont bien plus spécifiques à la personne ou au type de client qu'on va essayer
de capturer versus J'imagine d'autres types de que t'es clients. pas obligé t'es pas obligé de réduire toute ton analyse à ton NPS, mais Non, tu peux aller chercher évidemment. du sentiment, peut-être dans des verbatims ou des choses comme C'est ça. ça. Bon, les métriques, je pense que de toute façon, il y en a énormément aujourd'hui, donc on va pas tous les lister. Mais oui, effectivement, on va avoir des métriques qui sont plutôt chiffrées sur la satisfaction pure, et ça va être par exemple la note Google. Hein, c'est, je pense que le métrique auquel on peut penser et qu'on a tous potentiellement déjà utilisé une fois. Maintenant, il va y avoir toute la partie analyse de texte, évidemment, dont on reparlera, je pense, à différents moments de l'échange. Mais le sentiment en fait partie. Donc effectivement, tous les verbatims qu'on va pouvoir recevoir, donc tous les retours écrits, on peut aussi, grâce à l'IA aujourd'hui, mesurer la satisfaction grâce à des métriques qui sont vraiment propres à cette analyse textuelle. Trop bien. Et ce qu'on recommande aujourd'hui aussi, c'est de ne pas avoir cette vision un peu individuelle du metrics, surtout en termes de NPS. C'est vrai que c'est un indicateur universel très important, mais parfois, pas parfois, mais souvent, on a besoin de cette analyse aussi qualitative pour avoir plus de contexte et donner du contexte à ces métriques. Mais c'est pas plus dur de mettre en place une analyse quali que quanti, peut-être, je sais pas. Non, Non, pas spécialement. C'est bien de combiner les deux. Ok. Non, pour moi, c'est essentiel d'avoir les deux. C'est C'est ça. un peu plus de travail dans la mise en place, en tout cas nous ce qu'on voit sur Feeder, un peu plus de travail sur on va dire la préparation à l'analyse de texte par rapport à une question NPS qui est juste, juste une question NPS dans une enquête, mais en vrai avec les bons outils ça peut fonctionner. C'est ça. Je pense qu'on a des outils à disposition aujourd'hui qui nous permettent de le faire plus facilement qu'avant. Après ça demande toujours évidemment un peu de travail, mais je pense que les deux se combinent très bien. Et ça me fait une belle transition vers un autre troisième point. Mais aussi à prendre en compte, c'est que dans la donnée, les métriques, il faut aussi pas oublier tout ce qui est données contextuelles sur tous ces éléments qu'on va récupérer, puisque c'est ça aussi qui va aider les entreprises à mettre en place des actions. Parce que si on n'a aucun contexte sur les clients et sur la voix du client qu'on va essayer de capturer, globalement, on peut rien en faire. Si je sais que j'ai des problèmes de support, mais je sais pas à quel moment, je sais pas quelle personne et quel échange a posé problème, je peux pas vraiment mettre en place d'actions pour améliorer le process, et ça vaut sur différents domaines évidemment. Et ça en vient du coup à la troisième base que j'avais en tête, qui est du coup la gouvernance de ces données. Parce que une fois qu'on a identifié ce qu'on voulait aller capturer, une fois qu'on sait quel type, on va dire, d'analyse j'ai envie de faire, pardon, il faut évidemment réfléchir à comment ça va être analysé et quelles sont les personnes qui vont prendre les décisions par la suite. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important et on le voit aujourd'hui. Je pense que pour être honnête, c'est très différent selon les clients. J'ai plein d'exemples différents en tête, mais globalement, ce que je vois, et je vais le regrouper en deux catégories. J'ai des clients où les décisions vont plutôt être prises par le COMEX, par exemple. Donc la plupart des points d'irritation identifiés vont remonter vers le COMEX dans un premier temps et vont ensuite redescendre vers les équipes terrain ou les équipes concernées. La deuxième catégorie, ça va plutôt être l'inverse. On est sur des entreprises où on a tellement d'équipes différentes et on est sur un parcours client qui est tellement grand que tout ne peut pas passer par le COMEX. Et donc là, pour le coup, via des rapports ou via d'autres éléments, on va envoyer directement les informations à chaque équipe qui, eux, vont prendre la décision de leur côté. Donc ça peut être du support, de la logistique, de l'IT, etc. Tu as des décisions du coup qui sont plus isolées, mais est-ce que tu as quand même le COMEX qui regarde en général ce qui est fait en Je pense que dans le deuxième cas en tout cas, par exemple le COMEX, il va plutôt regarder ce qui est fait et à un moment donné, par exemple une fois par trimestre, peut-être aller évaluer si les décisions qui ont été prises ont eu un impact positif et si ça a fonctionné. Et je pense que dans un deuxième temps, peut-être qu'une décision côté COMEX sera prise si jamais la première décision n'a pas eu d'impact sur le business. Trop bien. Ça, c'était ton troisième point. C'était le quatrième. C'était le troisième. Troisième point. J'arrive pas à compter. Moi, il y a une question là qui me vient en tête, c'était plutôt par rapport à... Là, t'as tes 3 premiers points. Comment est-ce que tu maîtrises quelqu'un qui voudrait tout faire en même temps? Alors, et qui dirait, tu vois, question. on commence par la gouvernance, ensuite on met les enquêtes, ensuite on va faire la donnée, et peut-être même dans le désordre. J'imagine que tu as l'habitude de le faire pour prendre vraiment les étapes dans le bon ordre. Ouais, alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui, je pense, veulent aller trop vite. Je pense que pour faire et pour prévoir un bon projet d'écoute de voix du client, c'est très important déjà identifier les bonnes personnes qui vont être incluses dans le projet pour pouvoir voir avec elles. Donc si on parle de données par exemple, je sais que souvent ça va être lié aux équipes IT ou DSI, etc. puisque tout va être lié au CRM,
d'autres outils internes. Donc je pense que de pouvoir prioriser ces éléments et d'aller voir les bonnes personnes pour pouvoir identifier s'il y a des choses à faire ou pas. Donc par exemple, si je reprends la donnée, potentiellement il y a des entreprises qui sont déjà très matures sur le sujet et qui n'ont pas besoin de faire une deuxième passe sur la donnée puisque tout est déjà propre. Et dans ce cas-là, on peut se dire qu'on passe à l'étape d'après qui va être qu'est-ce qu'on veut analyser, qui est impliqué, etc. Donc je pense qu'il faut juste y aller étape par étape, identifier là où on doit intervenir et là où il y a du travail à faire et du coup prioriser là où on sait qu'on doit potentiellement passer un peu plus de temps pour pouvoir commencer le projet et intégrer des outils supplémentaires. Ok, hyper intéressant. Les équipes, du coup, elles s'y intéressent de plus en plus parce que là, tu as cité la partie SI, la partie du coup digital, il y a les opérations, il y a le marketing, il y a le CX, il y en a d'autres, il y a la relation client, il y a les commerciaux, etc. Ouais. La CX, c'est un sujet qui revient de plus en plus sur la table. Et je me tourne vers toi, Yasmine, par rapport à... parce que tu vois la mise en place de beaucoup de projets CX dans des très grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes s'intéressent à l'expérience client ? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'un projet CX naît rarement d'une façon proactive. Ça naît souvent à partir d'un déclencheur. Et ce déclencheur, ça peut être, par exemple, un incident majeur qui a été remonté au COMEX, une pression concurrentielle. Donc, on voit que les clients font mieux, plus rapidement. Et ça peut être aussi une pression aussi réglementaire, enfin plutôt une réglementation ou une certification qui nécessite la mise en place d'un projet de suivi de la voie du client. Je peux citer par exemple la certification Calliope. Ouais. On travaille avec des entreprises, plutôt des centres de formation, des organismes de formation qui ont besoin de cette certification. Donc on a besoin de mettre en place un projet CX pour l'obtenir. Après, ça peut être aussi une baisse de qualité qui a été perçue par les clients, notamment dans le cadre de la grande distribution, du retail. Ça, c'est peut-être la première chose que tu vois quand tu vas sur ta fiche Google ou tu vas sur ton Trustpilot et qui a écrit 2,5 étoiles. C'est ça. Et donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. Et après, depuis 2 ans maintenant, l'IA, ça commence aussi à être un déclencheur en lui-même. Des entreprises ou des équipes qui n'avaient pas les moyens pour analyser des quantités de données énormes peuvent le faire très facilement aujourd'hui, très rapidement. Et voilà aussi, encore une fois, il y a la pression concurrentielle, parce que quand on voit que les concurrents mettent ça en place, on est obligé de suivre aussi. C'est ce que j'allais dire justement. Moi, j'ai eu pas mal d'exemples de clients où je pense que le déclencheur, ça a vraiment été la concurrence. Oui. Pour le coup. Et je pense que, vu que c'est des sujets qui émergent dans pas mal d'entreprises, je pense que de voir son concurrent direct commencer à mettre en avant justement des éléments, des actions qui ont été mises en place de par l'analyse de la satisfaction client, je pense que ça aussi, ça déclenche pas mal de début de projet. Je l'ai vu dans le retail aussi, par exemple, et je pense que c'est vraiment un gros déclencheur pour pas mal de boîtes. Oui, je suis d'accord. Il y a ça, il y a aussi, peut-être au niveau du COMEX, enfin au niveau de la direction, je sais pas si tu vois, tu as parlé des transformations. Est-ce qu'il y a des transformations qui agissent aussi au niveau peut-être de la direction ou dans leur, dans leur charte ou dans leur stratégie sur 2026, on peut avoir l'idée que la satisfaction client et le client au centre de l'organisation doit avoir une force beaucoup plus importante que ce qu'elle avait avant. Donc on doit s'intéresser à ce client parce que, in fine, c'est lui qui crée notre chiffre d'affaires aussi. Ah oui, tout à fait. En fait, on le voit même au niveau de l'importance et de l'ampleur des projets qu'on mène aujourd'hui chez Feeder. Moi, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis chez Feeder, donc j'ai vraiment vu cette transition et en fait l'importance de l'expérience client et de la donnée aussi qui grandit au fil des années. Trop bien, hyper intéressant. Il y a des personnes dans ces projets, ça va être, nous on les appelle les champions, enfin je crois que vous les appelez comme ça aussi. Ouais. Il y a nos champions, donc il y a nos sponsors, il y a le COMEX aussi. C'est des personnes du coup qui vont accompagner ces projets et les mener
à un succès potentiel, j'imagine que vous allez aussi m'en parler un petit peu. C'est qui ces personnes Je me tourne vers toi, Faustine. Du coup, comme tu l'as dit, on a les sponsors et les champions, et Ouais. après, tous les utilisateurs qui utilisent la plateforme. En gros, la différence entre les deux, nous, en tant que CSM, on va plutôt avoir tendance à dire que on doit devenir les meilleurs amis de nos champions, en fait. Ça doit vraiment être ceux avec qui on a le plus de contacts. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des sponsors, justement. C'est important d'avoir un sponsor qui est identifié et qui est assez influent, on va dire, en interne, qui est dans un poste, par exemple, qui va avoir une voix au COMEX, ce genre de choses, pour ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir défendre le projet. Et en fait, quand on n'a pas un sponsor qui est vraiment clairement identifié en interne, le projet peut vite être dépriorisé ou devenir un nice to have pour l'entreprise, alors que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est super important, et justement, le but, c'est que ça n'en soit pas un et que ce soit vraiment une priorité. Et le sponsor, ça peut être tout type de personnes, parce que comme disait Yasmine justement tout à l'heure, le besoin du projet, il vient d'un déclencheur, et du coup en fonction du déclencheur, on peut avoir soit quelqu'un qui est très ops devant nous, soit quelqu'un qui vient du service client si c'est remonté des tickets. Si ça vient d'une ambition de transformation digitale, ça va venir de quelqu'un qui est sur ce genre de projet en interne. Ça peut vraiment être très... ça peut être du marketing ou quoi. Sans te mettre aucun de tes champions à dos, est-ce que tu vois... il y a peut-être des actions que certains de tes champions ont fait, qui ont mené un projet peut-être beaucoup plus rapidement vers de la réussite ou vers quelque chose qui était complet? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois parfois qu'il y a des erreurs que tes champions font dans cet accompagnement projet, tu vois, au niveau de la direction? Pour moi, l'important, c'est quand le champion a assez d'indépendance en interne pour pouvoir mener son projet par rapport à son sponsor. C'est-à-dire que là, j'ai eu un appel justement il n'y a pas longtemps avec mon champion que je vois quasiment tous les 2 semaines sur ce client-là. Et d'un coup, le sponsor arrive dans l'appel sans prévenir, visite surprise. Et il nous dit « Ah non, mais c'est vrai que je ne m'intéresse pas trop au projet d'habitude parce que il a la gouvernance entière de tout le projet. » Oui, il voit tout. Ouais. Et du coup, on lui fait confiance, on ne remonte pas. C'est juste que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Donc, je pop comme ça juste pour regarder. Et au final, il a juste écouté, pas forcément fait de points. Et en fait, on voit dans cette interaction-là où il me dit, en fait, moi, je viens juste pour voir une fois de temps en temps comment ça se passe, mais je suis même pas vraiment au courant parce que j'ai 100% confiance en la personne qui gère le projet en interne, qui lui-même manage son équipe qui utilise la plateforme. Et en fait, quand c'est dans ce genre de dynamique, ça fonctionne assez bien. Parce qu'en fait, le sponsor, il va protéger un peu le budget, la roadmap, mais l'opérationnel, il est 100% du côté du champion, et c'est lui qui utilise, et c'est lui qui vérifie qui utilise, et qui manage un peu tous ces aspects-là. Donc, in fine, une bonne relation avec le CSM, et une bonne relation avec son manager, directeur, sponsor. C'est ça. C'est important. Et j'allais rebondir aussi sur ce que tu disais, Faustine, de ce que j'ai pu observer sur les projets que j'ai suivis, mais j'en ai surtout un en tête, peut-être qu'ils se reconnaîtront si j'en parle, parce que Faustine a récupéré le client il n'y a pas longtemps. Je trouve que justement les projets de voix du client qui sont les plus complets, qui fonctionnent le mieux, généralement sont liés à un champion qui a lui aussi cette vision 360 sur cette expérience client, comme tu disais. Parce que justement ça facilite aussi la gouvernance, donc on parlait de gouvernance tout à l'heure, mais sur la prise de décision, etc. Quand on a un champion qui est vraiment en contact déjà avec toutes les équipes terrain et qui a ce pouvoir aussi de pouvoir transférer les bonnes infos au bon moment à ces équipes-là, sans avoir à vérifier tout le temps avec le COMEX ou devoir passer par plusieurs étapes de décision, généralement l'information elle arrive bien plus rapidement auprès des équipes concernées, donc ça permet d'être efficace aussi sur la prise de décision puisqu'on est en quasi temps réel. Et en plus de ça, quand il y a des soucis justement sur ces process d'analyse de voix du client, en fait la personne elle peut l'identifier très rapidement puisqu'elle a vraiment cette vision d'ensemble sur tout ce qui a été mis en place
pour analyser et recevoir justement ces informations. Ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Je sais pas si Yasmine ou Faustine, vous retrouvez ça aussi dans vos champions, c'est cette capacité à voir l'organisation comme un tout, donc de comprendre que un problème au niveau de, je sais pas, du produit, bah, et les clients le remontent, c'est quelque chose à remonter au produit. Je sais que j'ai été dans l'équipe Customer Success Management aussi, et il y avait cette notion où les personnes qui réussissaient le plus, c'était justement celles qui s'intéressaient et qui étaient curieuses par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Tout à fait. De toute façon, c'est assez... Moi, ce que je vois dans beaucoup, donc par exemple, le client à qui Léa faisait référence, ou celui dont j'ai parlé juste avant, le point commun qu'il y a entre ces deux projets, c'est que moi, j'ai une personne en face de moi. Je sais qu'il y a des dizaines d'utilisateurs de la plateforme derrière. Je dis pas que je connais pas les autres, j'en vois certains vraiment très ponctuellement, mais j'ai vraiment, sur ces deux projets, une personne en face de moi qui gère toute la plateforme. C'est-à-dire que s'il y a un utilisateur qui a un souci, en fait, je suis pas leur premier point de contact. Le champion est leur premier point de contact en interne. Et après, soit ça m'est remonté si la personne n'a pas réussi à régler le problème elle-même, ou si ça a été, ça peut parfois être plus difficile à identifier. Mais j'ai très peu de contact avec les autres utilisateurs. La plupart du temps, c'est le champion qui se connecte et avec qui on discute produits, etc. Et l'important, c'est que cette personne rediffuse l'information en interne. C'est pour avoir vraiment toute la visibilité à 100%. Et je pense que... Pardon, vas-y. Et je pense que, en fait, la plupart du temps, c'est impossible de connaître tous les utilisateurs parce que je travaille, par exemple, avec des clients qui ont 4000 utilisateurs sur la plateforme, 600 utilisateurs, même 200, même 50. C'est impossible. Donc, un champion qui est bien identifié et qui va vraiment avoir, comme disait Léa et Faustine, cet impact en interne va tout changer dans le projet. Et je pense qu'à l'inverse, quand on n'a pas de champion clairement identifié et qu'on doit en fait faire face à plusieurs interlocuteurs en termes de gestion de projet, ça se complexifie. Ça crée même des lenteurs. Notamment au niveau de l'implémentation. C'est Léa qui s'occupe de cette partie, donc elle peut peut-être donner plus de détails, mais oui, l'impact est très visible sur la totalité du projet, à mon avis. En fait, j'allais donner un contre-exemple, c'est que quand on n'a pas de champion bien identifié, ou parfois on a un champion identifié, mais en fait, il est champion de la plateforme, mais il ne va pas être champion du projet. Donc, c'est deux choses différentes. Le contre-exemple, c'est que du coup, il n'y a pas forcément de lien entre les différentes équipes en interne. Donc, c'est aussi un problème pour le client, puisqu'en fait, chaque équipe va gérer sa propre gestion et analyse de l'expérience client. Mais le lien, il n'est pas vraiment effectué entre chaque équipe. Donc, en fait, si on a un problème de logistique, mais qui est en fait lié au support, puisque ça arrive souvent d'avoir des problèmes qui sont remontés sur la logistique au support, et comme c'est analysé de manière indépendante, c'est beaucoup plus compliqué du coup d'envoyer la bonne information au bon moment puisque les données se croisent et après elles se perdent, etc. Donc, un peu compliqué, on revient à la gouvernance, mais c'est un élément qui est vraiment important. Donc d'avoir un champion qui a vraiment cette vision-là, je pense que c'est aussi ce qui permet de faire un vrai lien entre les différents sujets et l'ensemble du parcours client chez le client. C'est un gros morceau du gâteau. Très gros morceau du gâteau. J'arrive toujours pas à faire. Du fondant au chocolat. Il y a un autre gros morceau que j'aimerais aborder avec vous, c'est la partie de l'analyse de texte. Parce que ça prend un espace énorme dans l'analyse des retours clients. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec toi, Léa, sur la partie KPIs. C'est peut-être un tiers de ce qui est fait sur la plateforme. Il y a un autre tiers, c'est l'analyse de texte. Aujourd'hui, comment ça se présente ? C'est quoi un petit peu les bonnes pratiques à mettre en place sur une bonne taxonomie ? Et je ne sais pas si tu as des conseils ou des choses que tu as vues sur les tonnes d'analyse de texte que tu as faites à nous dire ? Oui. Une autre grosse part du d'ailleurs. Oui, alors il y a pas mal de choses. Je pense que déjà pour la plupart des équipes CX, ou en tout cas celles qui n'ont pas réellement eu d'outils justement qui va mixer la centralisation, l'analyse de texte, etc. Du coup, ces équipes-là, généralement, elles partent un petit peu de zéro. Alors,
pas totalement, puisque la plupart du temps, les équipes savent déjà un petit peu quels sont les gros irritants. Je pense que c'est déjà connu, on ne part jamais réellement de zéro, mais en termes de structuration de l'analyse, en tout cas, on part généralement de zéro. Moi, ce que je fais la plupart du temps avec mes clients, et ça vient de quelques mois de recul et voilà, de fail aussi parfois avec les clients, c'est qu'avant de rentrer dans un sujet précis, parce qu'il y a pas mal de clients qui souhaitent faire ça quand ils arrivent sur la plateforme, c'est qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus pertinent d'avoir une vision 360 dans un premier temps. Donc moi, mon travail, c'est de guider les clients et de les aider à construire, donc on appelle ça un plan de thématique, mais ça peut se matérialiser de différentes manières, mais qui va couvrir du coup l'ensemble du parcours client, en les segmentant. Donc on va créer des catégories qui peuvent correspondre aux différentes étapes du parcours client, par exemple. Et l'idée de commencer par une vision 360, c'est du coup de pouvoir identifier dès le départ quelles sont les problématiques, on va dire, principales, et de pouvoir peut-être faire des quick wins ou prioriser du coup ces sujets-là. Parce que quand on part de zéro, en fait, on ne sait pas vraiment où commencer. Donc je pense que c'est bien de construire cette vision 360, et une fois qu'on l'a obtenue, on va pouvoir aller identifier les irritants, se dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est potentiellement les irritants liés au service client qui ont le plus d'impact sur le business. Et donc dans ce cas-là, on va décider de mettre en place des actions dans un premier temps avec cette équipe-là, puisqu'on ne pourra pas tout faire. Honnêtement, on parlait du champion tout à l'heure, elle ne peut pas être partout, donc je pense qu'il faut savoir prioriser. Je pense que c'est là où on voit le vrai changement entre une équipe CX et une équipe, par exemple, marketing, qui est en charge du CX. C'est que ton équipe CX va pouvoir avoir vraiment, comme tu dis, une vision 360. On avait la définition de la centralisation au début, mais ça rejoint ça. C'est que tes irritants, ils sont là, mais dans tout ton parcours, donc ils peuvent être là dans tes sources. Et toutes ces sources, il ne faut plus les voir comme un contexte, et on va aller analyser d'abord la partie Google, ensuite on va aller analyser la partie enquête, ensuite on va aller analyser la partie ticket. Mais il faut les voir comme un socle, d'abord de détection des irritants, et ensuite pour agir directement dessus. Et puis savoir d'où ça vient, ça c'est plutôt, tu dirais, c'est plutôt une deuxième étape. Enfin, ça dépend, parce que j'imagine que quand tu parles de la réclamation, c'est très spécifique. Oui, je pense que c'est vraiment propre à l'entreprise et au domaine d'analyse. Quand on parle, tu viens de le dire, du service client, généralement, les sources, elles sont assez communes. On va parler du support ou des mails de réclamation. Donc, ces sources, elles sont quand même importantes, puisqu'on sait très bien que l'analyse, elle va se faire en très grande partie sur cette source-là. Je suis justement en train de construire un plan de thématique pour un client où on est principalement sur un use case d'analyse des problématiques, mais 90% des feedbacks aujourd'hui viennent du support. Donc la source, elle est quand même importante, puisque ça permet de savoir déjà d'où ça vient, parce que, pour donner un autre exemple, on ne va pas traiter l'irréputation de la même manière qu'on va traiter du support. L'analyse, on va la faire de la même manière, c'est-à-dire que l'objectif final est le même, on veut comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, pouvoir analyser la temporalité, est-ce que j'ai eu des problématiques la semaine dernière ou est-ce que c'est sur long terme. Donc ça, c'est d'autres éléments de l'analyse de texte qu'on va aussi inclure. C'est pas juste catégoriser, c'est aussi évidemment pouvoir traquer dans le temps et pouvoir alarmer les équipes au bon moment. On en parlait tout à l'heure avec les champions et la gouvernance. C'est important d'avoir ces informations complémentaires, en plus de pouvoir générer des résumés, etc., que je pense que la plupart des équipes font aujourd'hui, même sans outils, puisqu'on sait qu'il y en a qui testent avec Gemini, ChatGPT, etc. Mais voilà, du coup, c'est important. Et dans ces nouveautés, il y a l'analyse de texte qu'on faisait avant, l'analyse de texte qu'on fait aujourd'hui. Enfin, moi, de ce que je vois, dans comment la plateforme Fidière a évolué, mais aussi comment nos concurrents évoluent, c'est qu'on avait d'abord une analyse de texte qui était hyper figée. C'était 4-5 thématiques qu'on suivait. Elle s'affichait en rouge quand c'était négatif. Par mots-clés. Mots-clés ou des nuages de mots. On l'a beaucoup aussi. C'est vrai, Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est plus trop... pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus ça, ou pourquoi est-ce que nos clients ils veulent plus du tout utiliser ça ? Alors déjà, on serait surpris du nombre d'entreprises qui fonctionnent encore de cette manière, je tiens à le dire. Parce qu'on a tendance à croire qu'on est en 2026 et que la plupart des entreprises sont déjà passées à une version 2.0, on va dire, de l'analyse. En tout cas, celles qui ont le plus grand success stories là-dedans, c'est des analyses qui bougent, qui sont dynamiques. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir... Alors, on parle toujours un peu de catégorisation, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. On va pouvoir créer des thématiques qui regroupent du coup des verbatims. Et pouvoir aller indiquer aussi des éléments complémentaires à l'IA pour aller capturer les bons verbatims. Donc je vais donner un exemple, mais
On pourra avoir des thématiques sur le support, je reprends parce que ça parle à tout le monde. Entreprise A et entreprise B ne vont pas vouloir capturer exactement la même chose et de la même manière. Peut-être que l'entreprise A, elle va vouloir avoir une vision d'ensemble sur son support et donc créer une thématique un peu globale. Et peut-être que l'entreprise B va plutôt vouloir y capturer des choses très spécifiques sur l'attitude du conseiller, sur le temps de réponse, sur le fait qu'il y ait des indisponibilités. Je sais pas si tu vois de quel client je parle, mais on en a un en tête. Et les deux sont pertinents, mais c'est pas la même analyse. Et donc tout ça, c'est vraiment la version 2.0, c'est-à-dire d'essayer de capturer tous les verbatims reçus du client pour essayer de comprendre à quelles, on va dire, problématiques ils sont reliés. Je parle de problématiques, mais ça peut être aussi des choses qui fonctionnent bien. Ensuite, de pouvoir poser du contexte grâce aux attributs, donc de comprendre à quel moment du parcours client le verbatim a été cité, quel profil client, etc. Et on a aussi la possibilité en tout cas sur Feeder, de donner le contexte de l'entreprise. Ouais, exactement. Et dans nos thématiques, donner aussi du contexte à cette thématique, ce qu'elle veut dire pour le client précisément, pour que ça aille matcher plus facilement sur les attentes du client. Et c'est, je pense, hyper important aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la détection des verbatims par mots-clés ne peut pas toujours fonctionner et ne fonctionne plus aujourd'hui. J'ai un exemple en tête, par exemple, je travaille avec un client en grande distribution, c'est un grand acteur en France, et il souhaitait par exemple mettre des thématiques sur le rayon épicerie. Ouais. Donc en termes de mots-clés, on peut pas citer tout. Oui, enfin, c'est même pas. En fait, le rayon épicerie, c'est même pas que les épices, c'est tout ce qui est des aliments secs, voilà. Donc j'ai beaucoup appris avec ce client, c'est un projet hyper intéressant. Et donc en termes, si on fonctionnait pas par sens, en fait, ça aurait pas fonctionné. Ça, c'est un nouveau use case, un cas d'usage assez nouveau, de prendre le verbatim client comme un contexte plutôt que juste comme qualitatif. Et du coup, de remettre dans ta segmentation le verbatim en fonction... Enfin, attribuer une thématique à un verbatim complet. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme cas d'usage. Et pour le coup, l'IA, sans l'IA, tu pourrais pas faire ça. Non, on pourrait pas. Ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre point qui a été remonté. Enfin, c'est plutôt une question qu'on a eu des clients. Et peut-être d'ailleurs que d'autres personnes se la posent. Mais c'est pourquoi utiliser une plateforme plutôt que ChatGPT ou Gemini, par exemple. En fait, l'analyse, aujourd'hui, elle n'est pas si compliquée à faire. C'est-à-dire qu'on va intégrer ou on va importer une liste de verbatim à ChatGPT. Il sera évidemment capable de faire une analyse, on va dire, un peu globale. Maintenant, ce qui est important, et c'est pour ça que c'est aussi hyper stratégique pour les entreprises d'utiliser des plateformes un peu plus complètes qui vont inclure la centralisation et le close the loop. Je pense qu'on en parlera juste après. C'est justement qu'on a aussi toute la donnée contextuelle qui est hyper important. En fait, tout ce dont on a parlé depuis le début, on va le prendre en compte dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on a conscience du contexte du parcours client, on sait à quel moment le verbatim a été inclus, on sait potentiellement du coup le profil du client. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de mettre en place des actions et les mettre en place au bon moment et en temps réel, versus un ChatGPT où déjà on va devoir faire l'action manuelle et devoir aller importer un fichier dans la plateforme. Et puis globalement, les entreprises, elles vont pas faire ça tous les jours. C'est pas du tout l'objectif d'un projet voix du client. L'objectif, c'est d'automatiser au maximum pour faire en sorte, déjà dans un premier temps, que l'information vienne à nous. Et même si on veut aller chercher l'information, qu'elle soit disponible en 2-3 clics et pas en faisant toutes les démarches d'inclure. Ouais, c'est vraiment de donner la connaissance. Et puis il y a aussi... après, il y a les soucis de sécurité que ça pose de mettre tous ces verbatim clients dans un GPT. Mais c'est d'autres sujets peut-être que de toute manière vous n'avez pas la main parce que vous pouvez pas contrôler ce que vos champions font avec ces verbatim. Mais de toute façon, généralement, ils se rendent compte assez vite que c'est pas mal, mais on peut pas faire ça tous les jours. En fait, c'est vraiment ça. Et le gain de temps aujourd'hui, c'est un des sujets principaux quand même des projets voix du client. Donc, je pense qu'on peut pas exclure cette partie-là, quoi. Même en termes de centralisation, parce qu'aujourd'hui sur Feeder, comme on avait mentionné au début, on centralise plusieurs sources. Et ça, sur ChatGPT, c'est possible, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter la tâche et de collecter plein d'autres sources. La centralisation, je voulais y revenir justement. C'était la partie plutôt collecte. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui est fait peut-être un petit peu plus novateur en 2026 que juste la partie enquête ?
Parce que enquêtes, on sait les mettre en place. Moi, j'ai fait des enquêtes pour mon mémoire, j'ai fait des enquêtes pour... Non, mais... enfin, genre, c'est simple à mettre en place, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres endroits d'écoute où les clients s'expriment et où on peut aussi aller chercher cette richesse de l'information et du verbatim? Oui, déjà, il faut savoir faire la différence entre les avis sollicités et non sollicités. Et il faut avoir une bonne conscience de ça et savoir à quel moment demander l'avis des clients pour pas être surpris le jour où on a des avis non sollicités derrière. Donc les avis sollicités, évidemment, c'est les enquêtes, donc c'est toujours important de les garder, même si aujourd'hui c'est plus suffisant avec toutes les sources d'informations qu'il y a partout et ce qu'on peut trouver sur les entreprises et ce qui serait manqué si par exemple on n'incluait pas aussi tout ce qui est ticketing dans les sources. Donc tout ce qui est enquête et ticket, à la limite, ça va être aussi un peu du sollicité. C'est important de les garder parce que ça permet d'anticiper les actions. Donc sur une enquête, par exemple, si on sait que... alors là, on est dans le B2B complètement. Quand on parle d'enquête à différents moments du parcours, c'est souvent du B2B. Dans le B2C, on va surtout faire une enquête à la fin du parcours. Mais par exemple, dans le B2B, on peut faire une enquête quelques mois avant un QBR, par exemple, donc les Quarterly Business Review. Et comme ça, quand on arrive au point avec le client, en soi, on a déjà remonté les irritants, on sait déjà de quoi on va parler, on sait déjà sur quoi on doit actionner derrière. Et ça, c'est des bons exemples d'enquêtes qui peuvent être faites à des moments clés et stratégiques du parcours du client, pour ensuite être analysé et avoir un but précis derrière. Après, on parlait des enquêtes pour le NPS. On ne va pas mesurer le NPS sur des avis en ligne. C'est vraiment pas, c'est pas l'endroit. Donc, c'est aussi important de les garder pour avoir ce genre de KPI. Par contre, c'est important de ne pas négliger surtout tout ce qui est le système d'écoute qu'on peut avoir derrière avec les avis en ligne, donc Google, Trustpilot qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux. Les avis sur les applications aussi. Les applications, les tickets, même parfois les emails qu'on peut recevoir. Il y a des clients qui vont jusqu'à importer des emails. Surtout en termes de support. Et après, ça c'est ce multi-source-là qui permet après, comme je disais là, même sur l'analyse de texte, d'avoir vraiment toute une vision sur l'ensemble du projet. Donc, et d'avoir le multisource. Et après, on peut les analyser de façon indépendante, mais aussi de façon globale. Ça permet aussi d'avoir, j'imagine, assez de volume. Peut-être qu'il y a des enquêtes où il y a des clients qui envoient des enquêtes, ils n'ont pas de retour. Il y a d'autres sources qui existent où on peut aller chercher de la voix du client qui peuvent être intéressantes. Et le but de tout ça, c'est qu'en fait, ça aide... on va détecter plus facilement des signes faibles. Par exemple, quand on centralise des avis Google ou ce genre de choses, on peut trouver un client mécontent sur un avis, sur un sujet, et se rendre compte, par exemple, dans l'exemple du retail, qu'on a quelqu'un qui est mécontent sur la même chose à l'autre bout de la France. Et là, du coup, on peut se dire... Par exemple, c'est peut-être un souci de formation ou quelque chose à revoir au niveau siège et à transférer au magasin, par exemple. Parfois, tu vas avoir une expérience qui est unique pour un client et peut-être qu'il faut rappeler ce client-là précisément, etc. Mais tu peux, avec l'IA et en utilisant ces multisources, de pouvoir récupérer vraiment des signaux. D'où le besoin d'avoir différentes sources, de pouvoir les centraliser, de pouvoir identifier des irritants dans ces sources. Il y a un mini-projet qu'on a fait avec l'équipe commerciale chez Fidière, c'était d'aller chercher des verbatims de Carrefour et ensuite d'essayer d'identifier si dans ces verbatims on arrivait à identifier des irritants clients qui potentiellement les équipes, on ne travaille pas avec eux, mais qui potentiellement les équipes au niveau de la SAT n'auraient pas identifié. Et on avait identifié le cas de la listeria, dont on en avait parlé un petit peu, justement qui aurait pu être techniquement évité parce que c'est de la réglementation, mais on a pu l'identifier avant même que les saumons ce Noël soient retirés des magasins. Et ça, je trouve ça hyper intéressant justement parce qu'on a toutes ces sources et ces signaux faibles. Et c'est à travers les avis Google, c'est des avis publics. Mais j'allais dire aussi, justement par rapport à ça, je pense que le futur de la centralisation, entre guillemets, et je pense qu'on y est
pas encore, mais pas très loin, c'est aussi de pouvoir ne pas se limiter à une source et pouvoir se dire demain, je sais quel client je veux aller chercher, je peux aller trouver toutes les informations qui existent sur le client sur Internet et pouvoir aller ressortir tous les avis du client. Et le jour où on arrive à avoir cette partie-là sans devoir aller plugger des outils à droite à gauche, même si aujourd'hui ça se fait très rapidement, donc c'est pas non plus un gros pain point, mais de pouvoir aller faire cette action, de se dire, je sais pas, je vais chercher tous les avis qui existent en ligne sur Carrefour, je pense que ce sera très puissant parce que ça pourra aller chercher les réseaux sociaux, du Twitter, ce qu'il y a dans des articles, du Wikipédia, etc. Je pense que... Des concurrents aussi, peut-être. Des concurrents aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais t'as le marché. On peut aussi aujourd'hui analyser aussi les concurrents et ça fait partie potentiellement des éléments qui peuvent aussi nous... Parce que si Carrefour arrive à identifier avant tous ses concurrents qu'il y a un problème avec leur saumon, est-ce que Auchan est arrivé à le faire ? Est-ce que Lidl est arrivé à le faire ? Est-ce que d'autres enseignes sont arrivées à le faire aussi ? Et puis au-delà de ça, de pouvoir identifier tes forces et tes faiblesses par rapport aux concurrents, ça peut aussi te donner un gros avantage compétitif sur le marché. Parce que si tu sais que tel compétiteur a tel problème... je sais pas, de logistique par exemple, mais que toi tu sais que t'es très bon, en tout cas tu sais que tu peux t'améliorer. Dessus, tu peux communiquer. Et l'avantage surtout c'est que tout est public, tout est en ligne, donc on va pas, donc en termes de RGPD par exemple, ça va pas. Et encore en France, on est même un tout petit peu en retard par rapport à nos voisins en Europe, je trouve. Quand vous allez au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les avis c'est x10 par rapport à ce qu'on a en France, et je trouve ça dingue toute cette matière qu'on pourrait potentiellement c'est plus exploiter. Culturel qu'autre chose, je pense. Mais ça vient de plus en plus. Aux États-Unis, ils ont par exemple Yelp, etc. Beaucoup d'autres outils qu'on n'a pas aujourd'hui en France. C'est Florian au marketing, mais qui est aussi derrière la caméra, mais qui me parlait d'une histoire où il y a un plombier qui est venu chez lui pour réparer son chauffe-eau, et pareil, le plombier a demandé un avis. Alors que son entreprise, c'est peut-être une entreprise de 30 personnes, peut-être un petit peu plus. Bon, ça appartient à un grand groupe, mais les avis, c'est vraiment maintenant, ça devient ancré dans les relations qu'on a avec des personnes professionnelles. Aujourd'hui, pardon, Faustine. C'est pareil, moi j'ai un Uber qui m'a dit il faut mettre un avis. Pouce, il faut mettre, mais on le voit même nous-mêmes, on va plus au resto si c'est pas bien noté. C'est vrai que c'est un peu contradictoire quand même, parce qu'on a tendance à se baser sur les avis pour prendre des décisions, mais par contre, c'est vrai qu'à titre personnel, en tout cas, je n'en mets que quand ma satisfaction ou insatisfaction est dans l'extrême. Tout à fait. On n'a pas encore, je trouve, à titre perso, cette culture du... Et on le voit même dans les retours que nos clients reçoivent. C'est souvent négatif. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit aussi aux clients, parce que ça peut faire peur quand tout est en rouge, et il faut toujours rappeler que les avis, justement, les avis non sollicités vont surtout être... négatifs, souvent, surtout sur l'analyse de texte, sur les verbatims, parce que c'est plus facile. Quand on est satisfait, on va peut-être mettre une note sur 5 sur Google, sans commentaire, ou sur un autre site, ou même sur les enquêtes de satisfaction finalement. Plus facilement répondre et dire ok, je suis satisfait, mais pas de commentaire. Alors que quand on est insatisfait, on a plus tendance à mettre le commentaire, ce qui fait que ça peut paraître un peu... effrayant pour les clients quand ils voient leur analyse de texte et qu'ils ont du rouge partout, mais c'est un biais, et c'est comme dans les enquêtes, quand on parle un peu des enquêtes qui sont biaisées, quand par exemple on a du NPS où c'est et on demande il y a l'échelle de couleurs sur le NPS, où en gros on fait un peu comprendre aux clients qu'en dessous d'une note à 9 c'est pas bien, par exemple. Donc il faut aussi se poser la question, est-ce que le but c'est d'avoir un super NPS, ou est-ce que le but c'est de vraiment remonter les irritants des clients, et c'est aussi la différence entre mesurer quand on parle de KPI et de détecter quand on parle d'analyse de texte. Mais c'est pour ça que pour moi, les enquêtes aujourd'hui, elles sont encore hyper importantes, parce qu'en fait, c'est le seul moyen qui permet d'aller capturer des informations qu'on n'a pas par défaut. Donc tu vois, tu parlais du positif, c'est dans une enquête qu'on va pouvoir intégrer une question qui va se focaliser sur le positif, alors que sur des avis Google, c'est vrai que il y a des personnes qui laissent des avis positifs, mais c'est pas la majorité. Et donc pour ça, je trouve que les enquêtes, c'est encore hyper puissant, et ça permet aussi d'aller capturer des moments du parcours client qu'on n'arrive pas à capturer autrement. Et plusieurs métriques à la fois aussi. Donc tu peux dans une seule enquête avoir CSAT, donc la satisfaction client, le CES, donc l'effort, le NPS, etc. Tous les métriques que Léa avait cités au début, avec le verbatim. Et parfois, on peut voir aussi, ça peut être contradictoire, parce que la personne est satisfaite,
mais dans le verbatim, elle va mentionner des choses négatives. Négatif, Et les clients, parfois, ils nous disent « Ah, peut-être il y a une erreur, mais en fait, je pense que c'est juste peut-être la tendance humaine de toujours en fait, mentionner les points c'est négatifs. aussi la façon dont les questions sont mentionnées, puisqu'on peut aussi avoir en question « Avez-vous des suggestions d'amélioration ?» Et forcément, on aura peut-être demandé à un client satisfait qui aura donné des bonnes notes. Et à la fin, on va lui demander des suggestions d'amélioration et il va quand même nous dire, du coup, ça serait bien d'améliorer ça, serait bien d'améliorer ça. Ce qui risque de ressortir en négatif, vu que c'est tourné amélioration, alors qu'au final, le client est satisfait. Donc il y a toujours des nuances à avoir quand on analyse. Ça, c'est dans combien, environ en pourcentage, dans combien de projets vous voyez qu'il y a encore des lacunes au niveau des enquêtes ? Pas mal, hein, oui, et ou juste aucune enquête et du coup, il faut tout... Enfin, pas tout refaire ou refonte ou changement d'outil parce que c'est encore un peu arriéré, il faut moderniser tout ça. Aucune enquête, c'est rare quand même. Je pense que par défaut, il y en a toujours au moins, mais effectivement, peut-être un peu modernisé. Je pense qu'on a un peu tous les profils. Par contre, ce qu'on voit assez souvent quand même, et c'est vrai que c'est un peu compliqué... c'est les clients qui veulent obtenir beaucoup d'informations et à juste titre, puisqu'on veut vraiment capturer l'ensemble du parcours client. Mais du coup, on peut facilement se retrouver avec des enquêtes qui sont très très longues. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en 2026, il y a peu de personnes qui vont jusqu'au bout. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Clairement. Et donc peut-être que c'est plus stratégique justement d'envoyer plusieurs enquêtes au bon moment et rapidement, avec quelques questions très stratégiques et vraiment liées au sujet qu'on essaie de capturer, plutôt que d'envoyer une longue enquête, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de l'expérience, mais qui du coup va regrouper une trentaine de questions. Et où, très honnêtement, la personne qui répond va... arrêter, je pense, au milieu. On est là pour ça, au niveau des clients. Moi, ça fait 4 ans que je crée des enquêtes sur Feedzer. Ça fait 4 ans que je crée des enquêtes. Maintenant, on a les best practices. Et on peut, quand on a des clients qui arrivent, alors ça arrive qu'ils aient déjà leur enquête et qu'ils ne veulent pas trop la modifier au début et que finalement, au fil de l'eau, soit ils nous écoutent, soit ils prennent les retours dès le début et dans ce cas-là, on peut donner les meilleures pratiques dès le début et adapter, faire des questionnaires qui sont assez courts. Même le fait de bien nommer les questions pour l'analyse de texte plus tard, etc., ça entre aussi en compte. Parfois, on a des clients qui sont assez pressés, c'est ce qu'on disait au début, où ils veulent tout faire en même temps. C'est arrivé aussi dans le passé. Et en général, s'ils veulent tout faire en même temps, ils ne veulent pas prendre le temps de refaire un questionnaire qu'ils avaient déjà et qui tournait déjà. Et c'est en général quelques mois après ou l'année d'après qu'on rend compte qu'il aurait peut-être fallu le faire. Qu'on revient et qu'on modifie avec eux le questionnaire. Et ça, c'est pas grave, c'est pas complètement perdu si on n'a pas mis en place les meilleures pratiques dès le début. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, en tout cas dans l'analyse et dans les rapports, etc. Après, si on est passé par là d'abord. On a fait 2 tiers. Le deuxième tiers, c'était plutôt la partie analyse de texte, irritant client. Comment est-ce qu'on passe du 2 au 3 quand on a tous nos irritants clients? On doit mettre des actions en place. Comment est-ce qu'on priorise? Parce que là, on a collecté plein d'informations. On les a triées. Qu'est-ce que j'en fais, moi, maintenant? Enfin, je les ai sur mon tableau de bord, je sais pas. Je les ai quelque part dans une plateforme. À partir de quel moment je me dis, OK, là, c'est ça que je dois mettre en place en premier? Oui, je pense que la tentation est toujours de traiter ce qui remonte le plus souvent. Donc, on ouvre le dashboard. En termes de volume? En termes de volume, voilà. Donc, on ouvre le dashboard, on regarde les verbatims, les thèmes, les volumes, etc. Voilà, ce thème représente par exemple 25% des verbatims. On va commencer par ça. C'est bien, mais en réalité, c'est pas ce qui remonte le plus souvent qui est toujours le plus impactant en termes de business. Donc, et à l'inverse, un point qui a été remonté, mais pas par plusieurs répondants, par exemple, ou clients, peut avoir un impact business très important, donc surtout si ça concerne un point clé dans le parcours du client, et ça peut jouer sur la rétention, sur le churn, etc. Donc, je pense qu'un bon cadre de priorisation, ça peut prendre 5 dimensions à mon avis. On va commencer par l'impact business. Okay, est-ce que ça joue sur le churn, sur la satisfaction globale? Après, on va regarder le volume parce que c'est quand même important. Oui, si tu as un volume de 3 verbatims pour une action de changer le prix de l'ensemble de mes services, c'est peut-être pas la meilleure action à prendre. C'est ça. Et après, on va regarder l'effort
Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter sur 2 semaines ou est-ce que ça va nécessiter la mobilisation des équipes IT sur 12 mois et ça va nécessiter de changer les priorités, la roadmap, tu vois, donc ça c'est hyper important aussi. Comment c'est défini ça ? Enfin, c'est toi qui le définis ? Ou c'est le champion ? Non, c'est plutôt au niveau du client. Okay. Donc, en fait, nous, on va proposer... on a une fonctionnalité, d'ailleurs, qui s'appelle plan d'action. Donc, on va proposer des actions à mettre en place après l'analyse des verbatims et des thématiques sur Feedure. Et on a même un score d'effort. Donc, on va prendre le contexte du client, l'action et l'intelligence artificielle va... donner une estimation de l'effort requis pour mettre en place cette action. Et on dit toujours aux clients, vous connaissez votre métier mieux que nous, mieux que l'IA. Donc ça, c'est une estimation. C'est à vous de juger parce que parfois aussi, il y a un projet qui est déjà... le client a déjà commencé à travailler sur ce projet. Nous, on n'est pas au courant. Donc l'effort, dans ce cas-là, va baisser. Voilà. On va aussi retrouver, pour compléter ce que tu disais Yasmine, l'impact NPS et l'impact financier, qui sont 2 éléments qui sont aussi très importants pour la prise de décision. Donc pour expliquer un petit peu, l'impact NPS, ça va vraiment être... globalement, on va calculer le volume et le sentiment représenté par les verbatims liés à l'action qu'on va proposer. Et on va pouvoir dire au client, si tu mets en place cette action, potentiellement, tu peux gagner autant en NPS, puisque tu vas diminuer ton nombre de verbatims qui sont liés justement à l'irritation. Pour moi, un plan d'action, là, vous en parlez toutes les deux, mais pour moi, un plan d'action, c'est un PowerPoint. Et j'ai identifié mes irritants principaux dans mon analyse de texte, et du coup, je les transfère direct dans mon PowerPoint, et ensuite, je le présente à la direction. Ça, c'est un peu... Pas quand t'as Feedure, Baptiste. Ah, c'est là où je voulais t'amener. Non, mais parce qu'en soi, la vision du plan d'action, aujourd'hui, elle est vraiment assez comme ça, elle est assez manuelle. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de comment est-ce que c'est mis en place, comment la priorisation, etc. est mis en place ? Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est que tu peux générer un plan d'action en 2 clics. Non, globalement, comment ça fonctionne ? Alors l'IA dans Feedure, c'est vraiment du LLM, donc nous, on vient catégoriser les verbatims des clients et on les transforme en éléments actionnables. Donc ce qu'on va faire, c'est on va simplement prendre un panel de verbatims qui correspond au filtre qu'on va utiliser. Donc si on veut, par exemple, générer un plan d'action sur tel profil client basé sur le mois de janvier, donc ça, c'est les filtres qu'on va utiliser. On va utiliser tous les verbatims qui sont liés à ces profils-là. Et on va du coup catégoriser tous ces verbatims et on va les transformer en actions. C'est-à-dire qu'on va garder du coup les verbatims en priorité qui sont actionnables, évidemment. Quelqu'un qui va simplement dire, je sais pas... tel produit, c'était un peu de la merde. Ça, on peut rien en faire, c'est pas actionnable. Par contre, de dire j'ai eu tel problème de livraison à tel moment et ça aurait pu être plus rapide, là, on sait qu'il y a un enjeu de rapidité sur la livraison, du coup. Et donc, c'est une action qu'on peut mettre en place pour améliorer globalement le business au global. Et du coup, tous les éléments dont parlait Yasmine, qui permettent du coup d'analyser l'importance de ces actions et qui permettent du coup de prendre des décisions et de prioriser en fonction de l'impact. Ouais, du coup, pour finir sur les dimensions rapidement, parce que j'avais mentionné 5 dimensions, il en reste 2. Du coup, il y a aussi la faisabilité. Donc, est-ce que concrètement, on a les moyens et la possibilité de le faire ? Et après, le risque. Est-ce que traiter le sujet peut engendrer potentiellement un risque réglementaire ou un risque de réputation, par exemple ? Donc, quand on croise tous ces critères, on va sortir la discussion de la dimension émotionnelle ou de la dimension ça a été remonté plusieurs fois. Oui, et on se focalise pas sur un seul verbatim, on en a un paquet, quoi. Ouais, donc on rentre vraiment dans une logique d'arbitrage business. Et tes champions, comment ils font ? Enfin, comment ils arbitrent entre... par exemple, on leur donne 10 suggestions d'amélioration. Est-ce qu'ils gardent tout ? Est-ce qu'ils en enlèvent ? Comment est-ce qu'ils choisissent ? Selon les dimensions que je viens de mentionner. En fait, oui, sur Feedure, ça aide beaucoup la façon dont on s'est fait. Et comme disait Léa, surtout dans le plan d'action, c'est une fonctionnalité qui est super. Et vraiment, en 2 clics, tu as ton plan d'action et on va mettre on va prendre en compte plusieurs éléments. Le volume, mais aussi l'impact NPS sur la satisfaction, etc. Donc en général, les champions, ils vont suivre cette trame. Ça, c'est la partie
du coup 2 tiers, enfin le 3e tiers, c'est plutôt une fois qu'on a choisi les actions qu'on voulait mettre en place sur nos services, sur nos produits, etc. Comment est-ce qu'on ferme la boucle? Et on en a parlé au tout début dans la partie plus vocabulaire à avoir en tête, c'est je transforme mon insight, donc les valeurs, toutes les informations que j'ai récoltées de mes clients qui se sont transformées en potentielle amélioration, et je ferme la boucle. Du coup, à qui je dois le remonter? Par exemple, un problème sur la livraison, est-ce que je le remonte à mon équipe produit ou est-ce que je le remonte à mon équipe logistique? Et ça, c'est l'étape du close the loop qui est le plus souvent, on va dire, un petit peu peut-être oubliée dans les entreprises. Est-ce que vous avez peut-être des bonnes pratiques que des clients ont mis en place pour continuer à suivre ces actions dans le temps? Du coup, dans la partie close the loop, donc vous disiez au début, c'est le fait d'effectuer une action. Et là, on a plutôt quatre choses qui sont importantes à regarder. C'est du coup, en premier, détecter l'irritant. Donc, c'est ce qu'on disait là depuis tout à l'heure avec Feeder. Cette première partie de détection et d'identification des irritants, elle vient de là, donc sur cette première partie, et c'est important de qualifier l'importance aussi des irritants. Ensuite, on a l'assignation, donc c'est exactement l'exemple que tu disais. Ok, on a détecté un souci sur la livraison, sur les parkings, qui s'en occupe? Où est-ce que ça sort? Parce que nous, on a donné des plans d'action, comme on a dit, avec Feeder. Il y a plein d'indications sur la plateforme. Si ça sort pas de Feeder, ça n'a aucun intérêt. Mais ton plan d'action, c'est un peu ta preuve qu'il faut s'en occuper. C'est ça. Et du coup, quand tu vas demander à quelqu'un, c'est « Hey, en gros, voilà le problème, voilà ce qui s'est dit, voilà l'effort que ça demande, mais bon, t'es le pro, ici, c'est toi qui vas décider si ça te prend 3 semaines ou 3 mois. » Et ensuite, si tu as besoin d'avoir plus d'informations, est-ce que tu peux remonter, par exemple, à des verbatim clients ou à plus d'éléments là-dedans? C'est ça. En gros, du coup, là, ça va vraiment être le fait de transférer l'info à la bonne personne et de lui donner les clés par rapport à ce qui a été fait sur Feeder. Ça, c'est vraiment spécifique à l'analyse de texte. Après, on a des clients qui aussi, les plans d'action, pour eux, ça consiste à recontacter le client, par exemple. Alors, encore une fois, moi, j'ai plutôt des clients B2B, donc j'ai beaucoup d'exemples B2B qui ne se font du coup pas forcément dans le B2C. Mais par exemple, j'ai pas mal de clients où ils ont des assignations directement sur la plateforme, où en gros, on a un détracteur. Si on a un détracteur, le feedback est directement assigné, donc ça c'est une fonctionnalité de Feeder. Le feedback est directement assigné à une personne en fonction de son périmètre. Donc le périmètre, on l'a via les attributs. On sait que tel périmètre égale tel utilisateur, telle personne chez le client. Donc là, on a un détracteur, on t'assigne, c'est toi vraiment, depuis la plateforme, on sait que c'est toi le propriétaire du sujet et c'est toi qui dois agir. Donc et là, même, après, même en B2C, ça se fait aujourd'hui. Je travaille avec une banque et c'est le même exemple que tu viens de citer. On va rappeler les clients insatisfaits. On se base sur la note MPS et puis on assigne le manager de l'agent et c'est l'agent qui va contacter. Et oui, c'est très facile à mettre en place et ça... C'est hyper important parce que ça, en fait, on voit l'impact sur la satisfaction sur le court terme. Parce que du coup, en troisième point, on a l'action. Donc, c'est le fait d'agir. Donc là, c'est le fait de reprendre du coup, les actions qui auront été données par Feeder et transférées à la bonne personne, les mettre en place. Donc, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être rappeler le client. Ça c'est le plus. En général, c'est assez commun. Mais ça peut aussi être un changement produit. Si par exemple, c'était un irritant remonté sur le produit, est-ce qu'on est sûr que ça a été ajouté à la roadmap? Est-ce que c'est dans le backlog? Tu peux avoir... Pardon, je peux donner un exemple très concret parce qu'on travaille avec une entreprise du retail en cosmétique. Par exemple, ils ont identifié très rapidement qu'il y avait un souci dans un des produits. J'ai perdu le mot, mais oui, un élément de la fabrication du produit qui générait, on va dire, beaucoup d'insatisfaction. Ils ont pu l'identifier rapidement et donc ils ont très vite fait en sorte que les laboratoires reçoivent l'info pour pouvoir changer la composition du produit. Ok, c'est hyper intéressant. Et ça peut être plein d'exemples comme ça, quoi. Ça peut être des nouveaux process à mettre en place. Donc là, c'est vraiment sur toute la partie action. Et là, il faut être sûr que ça a été intégré quelque part. Donc c'est la personne qui, du coup, a été assignée qui doit s'assurer que ça a été fait. Et ensuite, en dernier point, c'est la vérification. Donc là, on peut essayer d'aller mesurer l'impact
du changement. C'est-à-dire, si on n'a pas rappelé le client dans un premier temps sur la partie action, si on a fait le changement, est-ce qu'on rappelle des clients pour vérifier l'impact de l'action qui a été prise? Est-ce qu'on mesure du coup une satisfaction peut-être qui remonte sur nos KPI? Est-ce qu'on est capable d'identifier vraiment l'action qui a été faite? Pour le coup, c'est vraiment de l'action. Je sais qu'il y a des clients, et pardon pour le jeu de mots, mais qui maquillent un petit peu leur satisfaction en répondant par exemple automatiquement avec de l'intelligence artificielle à des avis en ligne. Est-ce que pour toi c'est du close the loop? Non, parce que déjà, il faut se mettre à la place du client. Je pense qu'on a déjà tous donné un avis quelque part et on a déjà tous reçu une réponse automatique. Ça sert à quelque chose, selon vous? Non. Quand je dis que je suis insatisfaite pour tel point ou tel point et que je reçois un message automatique, merci d'avoir donné votre avis. T'as envie ça accentue l'insatisfaction généralement. On en sort encore plus insatisfait que... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça crée encore plus de frustration, je pense, rien que dans... Mais par contre, l'exemple de Yasmine, par contre, là, on appelle le client et on essaye de résoudre avec lui. Ça, c'est intéressant. Après, c'est un grand projet. On a commencé avec 2 agences et maintenant, on élargit le scope. Et ça se met pas en place facilement, certes, mais on voit très vite le résultat. Mais ça prend du temps, mais il faut mesurer l'impact derrière sur la satisfaction. J'allais dire, pour moi, un vrai close the loop, c'est quelque chose qui a un impact sur le business. Pour moi, si tu réponds pour répondre ou que tu mets des actions en place, mais qui sont un peu, je vais reprendre l'exemple du maquillage, forcément ça crée de la fidélisation, t'as l'impression d'être considéré, donc in fine peut-être que tu y retourneras plus que si il n'y avait pas eu ce message. Je pense que sur long terme c'est pas avec un petit message que je pense que si le client derrière il voit pas de changement, après évidemment ça dépend du business, parce qu'il y a des business où ça se verra plus rapidement que d'autres, mais je pense que si t'as beaucoup de... En plus, on va parler des réseaux sociaux, par exemple, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui remontent sur les réseaux. Un client qui, aujourd'hui, n'écoute pas, justement, les vagues, peut-être, d'insatisfaction qui vont remonter sur les réseaux, ça se ressent très rapidement. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de changement derrière, les clients le savent, et en fait, ils vont arrêter tout simplement d'aller vers ce client-là. On n'a plus le choix aujourd'hui. C'est pour ça que c'est le dernier point de vraiment vérifier l'impact pour s'assurer que, non seulement on a fait quelque chose, mais en plus on sait que notre client ressort plus satisfait et que ça a un réel impact sur la suite. Et d'ailleurs ça me fait penser à un point, mais c'est vrai que ce point-là, Faustine, je trouve en tout cas dans mon regard de CSM que c'est le point sur lequel les entreprises sont les moins matures, je trouve aujourd'hui. Parce que souvent ce que je vois, c'est que l'information elle est envoyée, donc on a un peu une moitié de close the loop. C'est-à-dire que le champion, il va bien envoyer l'information à la bonne équipe, donc notamment quand ça passe pas par le COMEX, mais que c'est bien envoyé aux équipes terrain directement. Mais souvent, le champion n'a pas l'information de ce qui a été fait, et du coup, c'est difficile, évidemment, de mesurer l'impact que ça va avoir si le champion n'a pas la connaissance de l'action. Et pour le coup, je pense qu'il y a une différence, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand le champion, il a une vision 360, c'est beaucoup plus facile pour lui d'avoir l'info. Par contre, quand on a des équipes qui fonctionnent vraiment de manière indépendante, en fait, l'information, elle reste chez eux, l'action, elle reste chez eux. Peut-être que ça remonte au COMEX, mais il n'y a pas de communication entre les équipes. Et du coup, c'est compliqué de suivre tout ça. Même en tant que CSM chez Feeder, c'est compliqué pour moi de voir l'impact de tout ce qu'on va envoyer et ce qu'on va permettre aux clients de recevoir. Parce qu'on n'a pas cette... Mais ça reste important info-là. dans vos métiers de garder l'humain dans la boucle, que ce soit le client dans sa considération dans la résolution des problématiques, de garder le champion du coup sur la résolution des grosses thématiques dans l'entreprise, potentiellement la personne qui va mettre en place aussi, le garder dans la boucle pour lui demander comment ça s'est passé par rapport à la résolution de ce sujet. Est-ce qu'il y a parfois où on voit des dérives sur on met une action en place, on la suit plus jamais, et en fait derrière ça alimente une certaine je pense que ça arrive beaucoup, pour être honnête, parce que je pense qu'on a de plus en plus d'outils qui permettent d'analyser. Par contre, on a des choses qui permettent de suivre évidemment, mais comme c'est plus la responsabilité du client, en fait nous, notre responsabilité elle s'arrête au moment où on a transmis la bonne information au bon moment avec le bon contexte. Mais c'est compliqué pour les entreprises de suivre. Et tu parlais de B2B2C tout à l'heure, par exemple. C'est un bon exemple de cas où c'est d'autant plus compliqué d'avoir cette information-là, parce qu'on est vraiment sur de l'externe. Pour donner un exemple, on travaille avec un aéroport en France. En fait, eux, ils analysent et transmettent l'information à la société qui s'occupe des parkings.
nous, on va jamais avoir l'information de ce qui a été mis en place. Tu vas pouvoir le voir potentiellement. On sait que c'est transféré, Ouais. on pourra peut-être le voir si au bout d'un an, on regarde c'est évidemment ça, les 6 mois, un an. thématiques. Mais encore une fois, on ne saura pas ce qui a été mis en place. Donc si on a de l'amélioration sur un élément, on peut essayer de deviner si c'est... Je pense que tu peux voir si du coup la thématique revient Oui. moins souvent, par exemple. Ça peut être un des indicateurs. C'est de quoi la vérification. bonne fréquence? Est-ce que ça, on doit le faire toutes les semaines, tous les mois, tous les ans? Par exemple, sur justement cette relation B2B2C et ou juste... Transmettre les infos. Ouais, Je pense que ça dépend de ta capacité à mettre en place des actions rapidement. ok. Si tu peux faire des quick wins, je pense que c'est important de le faire même à la semaine. Et aujourd'hui, la plupart des clients le font, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un rapport hebdomadaire avec tout ce qui s'est passé la Ceux semaine qui avancent le précédente. plus vite, c'est pas à la semaine à peu près. Quand tu es Ouais. capable d'avancer vite, je pense que ça a du sens. Par contre, si tu sais que, et ça peut aussi dépendre de ton business, ça dépend pas que de ta capacité à agir rapidement, mais si tu sais que les actions à mettre en place, elles prennent du temps et que c'est pas des choses qui se font en une semaine, peut-être qu'il y a moins d'intérêt à le suivre à la semaine, et peut-être aussi que les personnes n'ont pas la bande passante tout simplement pour aussi gérer toute cette information-là. Donc ça dépend aussi du volume. Si Ouais, tu bien sûr. reçois 4 verbatims par semaine, évidemment, ça sert à Tu vas rien pas de les recevoir envoyer. un rapport Ouais, pour forcément. rien C'est le ça. lundi dans ta boîte mail. Et en termes de conséquences, par exemple, si ces informations sont pas partagées, si on fait pas forcément les bons close the loop au bon moment et où on le fait pas du tout, est-ce que tu as des idées des conséquences que ça peut avoir sur l'entreprise au global, sur leur ROI, sur, je sais pas, sur leur vision ou juste sur le projet CX en général? Oui, alors il y a pas mal de choses. Déjà, si on parle opérationnel pur et dur, pour répondre à ta question, je pense que potentiellement ta thématique elle prendra de plus en plus de place dans ton Ouais. analyse. Si tu fais rien et que c'est un gros sujet, tu as des problèmes de logistique, potentiellement ta courbe de volume de verbatim elle augmentera au fur et à mesure et tes clients ils seront de plus en plus insatisfaits. Maintenant, pour parler ROI et pour parler, on va dire, business, la question qui se pose généralement, c'est comment on va financer la CX. Parce qu'on sait, on en parlait, Yasmine le disait tout à l'heure, que c'est un sujet qui commence à... Enfin, ça fait un moment que ça émerge, mais on va dire que ça prend de plus en plus de place dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un sponsor, c'est plus facile, je pense. Donc, quand on a quelqu'un qui fait partie de la direction, tu parlais bouger les Faustine de choses. sponsor tout à l'heure, qui peut faire bouger les choses, je pense que c'est plus simple, puisque cette personne-là a déjà un impact sur le business. On va dire qu'elle a une voix qui porte plus dans l'entreprise, donc elle peut porter le projet avec elle. Quand c'est pas le cas, je pense que c'est important, notamment quand c'est plutôt le champion qui porte le projet, d'apporter des éléments, on va dire, complémentaires, Ok. et plutôt financiers, pour prouver justement que tout ce travail-là, il a un impact et qu'il est rentabilisé par la suite. Je pense à 3 éléments notamment, sur lesquels on peut mesurer un petit peu cet impact financier. Le premier, ça peut être, et c'est le plus évident, et peut-être celui qui a le moins d'impact, mais qu'on peut voir facilement, c'est sur la réduction des coûts. Donc je peux prendre 2 exemples. Si on parle du support, par exemple, on met en place des actions qui permettent d'avoir moins de réclamations au support, potentiellement l'équipe, elle peut diminuer demain, ou en tout cas, l'objectif c'est pas de diminuer Non, la mais masse elle se porte salariale, mais mieux et potentiellement dire- ton temps que tu passes à résoudre, tu peux le passer à décider ou à faire changer les choses. C'est ça, exactement. On peut mettre la force de Ce sera travail aussi ailleurs. plus valorisé potentiellement. Un autre exemple qui peut être facile à identifier, à calculer, c'est des entreprises qui peut-être font beaucoup de compensation financière. Voilà, je pense à la SNCF ou des gros... Enfin, dans le transport, de manière générale, c'est des exemples assez évidents. Si demain, on améliore la satisfaction client, qu'on améliore, je sais pas, les retards, par exemple, forcément, on va faire moins de compensation financière. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement au final, puisqu'on sait combien, en termes de budget, on met dans ces compensations. Donc, on sait si demain, on a 30% de moins d'insatisfaits, c'est 30% de moins de coûts engendrés par cette dépense-là. Non, c'est clair. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la rétention et le churn, dont parlait Yasmine tout à l'heure. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition d'un nouveau client est bien plus important que le coût qu'on va mettre pour essayer de garder un client. C'est extrêmement important. Et donc ça, on peut le traquer, puisqu'on sait combien de clients, si je reprends l'exemple du retail, vont faire une première commande et ne vont jamais en faire une deuxième. Et en travaillant sur la satisfaction, en identifiant ce qui potentiellement peut expliquer cet élément-là, on peut faire augmenter le nombre de clients qui vont faire une deuxième, troisième commande et qui vont rester fidèles à l'entreprise. Et surtout, le churn, en fait, on l'imagine un peu comme un gros pic rouge sur un dashboard, mais en général, c'est très silencieux. Donc, un client qui va avoir
une première mauvaise expérience, une deuxième, une troisième qui va rien dire, et puis il va passer rapidement chez le concurrent, ou en termes de B2B, au moment du renouvellement, il va disparaître Surtout sans rien dire. Surtout dans le B2C où pour le coup la concurrence est énorme. C'est ça. Tu peux aller choisir un autre ou tester. Enfin, le domaine de la cosmétique, c'est, je pense, le plus intéressant là-dedans, justement, parce que de 1, on aime bien tester des produits. De 2, les marques nous ciblent justement pour faire des gammes de produits spécifiques. Mais nous, ça nous laisse aussi le choix de pouvoir changer, de pouvoir aller voir ailleurs si jamais il y a une expérience qui est insatisfaisante. Tout à fait. Et c'est facile d'ailleurs aujourd'hui d'aller cibler ses clients qui ont fait par exemple une première commande et d'aller récupérer sur un segment par exemple le nombre de clients qui n'en ont pas fait une deuxième et d'aller identifier les éléments d'insatisfaction qui ont été évoqués. Et donc on peut facilement se dire potentiellement si j'ai, je sais pas, sur 45% des clients qui n'ont pas fait de deuxième commande, j'ai des problèmes de livraison. C'est très facile de pouvoir dire, même auprès d'un COMEX, regardez les chiffres. Je sais que les chiffres sont parlants, donc ça veut dire que la logistique a un impact énorme sur la rétention des clients. Et donc le fait d'agir là-dessus, forcément, on va pouvoir aller travailler sur ce churn et le faire baisser le taux. Là, c'est ton insatisfaction, mais potentiellement ta satisfaction, tu peux aussi l'utiliser. Évidemment. Les buts des entreprises, c'est quand même de rendre leurs clients heureux. Et enfin, il y a chiffre d'affaires, mais il y a aussi servir son client et ce service rendu, il faut qu'il soit satisfait. Donc on peut aussi potentiellement se baser sur de l'extrême satisfaction. On parlait tout à l'heure des extrêmes au niveau de la satisfaction, au niveau de l'insatisfaction, pour aller justifier que en fait, garder nos clients heureux, c'est déjà une extrême base pour continuer à mener ces projets en interne. Et surtout que, aujourd'hui, un avis positif ou négatif en ligne, il va vite être lu, partagé, comparé, etc. Donc c'est hyper important, on parlait de l'e-réputation, c'est un point décisif parfois parce qu'un avis négatif peut impacter des centaines ou voire des milliers de décisions d'achat. Et ça fait une bonne transition sur mon troisième point. Et du coup, le réachat et le panier moyen, parce qu'on parle de satisfaction. En fait, toute cette satisfaction-là, c'est aussi ce qui va nous permettre de potentiellement déjà avoir des clients qui font une deuxième commande, mais aussi d'avoir des clients qui potentiellement font grossir le panier. Et donc ça, c'est pareil, on peut l'identifier avec des chiffres, pouvoir regarder est-ce que le panier moyen, il a augmenté d'une première commande à une deuxième, pouvoir identifier les éléments de satisfaction qui seront ressortis de la première commande, et pouvoir identifier du coup ce qui fonctionne bien. Et ça, c'est aussi important, parce que l'objectif d'un business, c'est aussi de grandir. Donc je pense que la plupart des entreprises, elles veulent pas stagner. Dans l'idée, on aimerait pouvoir faire évoluer le panier moyen, justement. Et ça veut dire que dans le processus là qu'on a vu juste avant, ton panier moyen, tu peux l'inclure dans les métriques potentielles liées à la satisfaction. Ouais, on parlait de plan d'action, mais ça peut être intégré à d'autres éléments. Mais l'idée, c'est de pouvoir... Alors, donc, il y a deux choses. On peut le calculer, le mesurer sur la satisfaction et l'insatisfaction. Donc la lecture, elle va être différente. Si on le mesure sur l'insatisfaction, c'est de pouvoir mesurer justement l'impact, ou en tout cas la perte potentielle d'argent qu'on peut avoir si le client ne fait pas une deuxième commande parce qu'il a été insatisfait sur la livraison et qu'on a identifié que le sentiment était extrêmement négatif. Donc on sait qu'il y a peu de chances qu'il refasse une livraison. Mais aussi sur la satisfaction, justement, et de pouvoir calculer, j'ai tous ces clients qui ont été très satisfaits de mes produits. Potentiellement, ça peut faire grandir mon business d'autant si j'arrive à les garder, en capturer des nouveaux et faire grossir le panier moyen. Ça, pour le coup, en adoption en interne, ça marche, j'imagine, plutôt bien. Quand on parle de COMEX, généralement, quand on présente des chiffres business, c'est plutôt parlant auprès des entreprises. Donc, évidemment, tout ce dont on a parlé avant, c'est important, mais ce qui compte, c'est l'impact. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de priorisation, Yasmine. Typiquement, on va avoir tendance à prioriser ce qui a le plus gros impact sur le business. Si on sait que j'ai autant de clients d'insatisfaits sur tel élément et je sais que potentiellement ça peut me générer autant de pertes en euros à l'année, forcément je vais peut-être passer un peu plus de temps pour régler le problème et investir un peu plus que si je sais que ça m'impacterait un petit peu moins. Et ok, les clients en parlent, mais c'est pas ça qui joue réellement sur l'insatisfaction ou la satisfaction au global. Hyper intéressant. Merci Yasmine. Faustine, merci beaucoup pour cet échange. J'ai appris plein de trucs. Merci pour l'invitation. De rien. Merci, et puis
peut-être un autre épisode autour d'un autre sujet. Qu'on a Avec plein de plaisir. sujets qu'on n'a pas abordés, donc beaucoup de choses à Avec dire. plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous noter sur les plateformes ou à en parler autour de vous. À bientôt.